19h. Yarana, merci d'être fidèle au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce lundi 22 juillet, plus de 2000 passagers bloqués à cause des vols annulés. Ce sont les premières conséquences de la grève à ADT. Les négociations sont au point mort. Les transporteurs de Ouria réclament un contrôleur technique pour leurs véhicules. Depuis un an, faute de contrats renouvelés, il n'y a plus de techniciens. Les affaires deviennent compliquées pour les professionnels. Nous parlerons de ces mouvements de colère avec le président de la Polynésie française. Mwetei Broderson est notre invité. Il rentre tout juste d'une mission au Japon. Les JO débutent dans 5 jours. Les restrictions de circulation mises en place privent les acteurs économiques de clients. Teahupo'o est déserté alors que l'événement était la promesse d'une aubaine économique. Enfin, alerte à la dengue, toujours à Tahiti et dans les îles. Des opérations de démoustication se multiplient dans les zones touchées. Sans surprise, le trafic aérien domestique a été fortement perturbé ce lundi, premier jour de grève à l'aéroport de Tahiti. Une quarantaine de vols inter-îles ont été annulés et plus de 2000 passagers sont en souffrance. Le point avec Delphine Poudroux et Dylan Fels. À l'aéroport de Faa, à Tahiti, il y a ceux, c'est certains, qui ne voyageront pas tout de suite, qu'ils soient touristes ou résidents. On devait partir à Rangiroa, mais bon, l'avion est annulé, alors on va attendre qu'il y en ait un autre. Si on en a un autre. Quand je suis arrivé ici, grosse surprise, mauvaise surprise, on va dire. Tout était bloqué. Il y a un gars à Bora qui m'a embauché, donc pour une semaine. Il m'a appelé d'ailleurs pour savoir où ça en était, donc on est en attente. Voilà. À côté d'eux, dans l'aérogare, exceptionnellement rempli à cause des annulations de vols, des plus chanceux. Là, en arrivant là, ce matin, je viens d'apprendre qu'il y a certains vols qui ont été annulés. Donc j'ai de la chance de quand même pouvoir partir et rentrer chez moi. Tu pars où? Aux Marquises, à Nukuiva. À l'origine de ces perturbations sur la grande majorité des vols en Polynésie, depuis ce lundi 22 juillet minuit. Cette grève entamée par des salariés employés dans les aéroports de Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa. Ensemble, ils ont organisé un sit-in à l'entrée de l'aéroport. Tous sont dans l'attente d'une rencontre et de négociations entre la direction des aéroports et leurs représentants syndicaux. Du côté des compagnies aériennes, on s'organise. Pour Air Tahiti, au premier jour de grève, ce sont déjà 1200 passagers en souffrance, dont 55% de résidents, et près d'une vingtaine de vols annulés. Ce matin, très tôt, nos équipes ont été mobilisées et à l'escale internationale et à l'escale domestique pour essayer d'accompagner au mieux ces touristes et ces passagers qui erraient un petit peu dans l'aéroport en quête de solutions. Derrière, il faudra gérer au mieux chaque jour de crise que nous pourrions avoir à subir. Demain, avec la poursuite annoncée de la grève, le nombre de passagers en errance va augmenter dans les aéroports impactés. À quelques jours du début des épreuves olympiques à Tahiti, cette grève ne sera pas non plus sans conséquences sur le tourisme en Polynésie. Et sur l'île Sœur, les transporteurs demandent un contrôleur technique pour leurs véhicules. Une doléance déjà parvenue au ministère de tutelle, restée sans réponse. Cela fait 6 mois que l'on essaye de rencontrer le gouvernement, déclare le président du syndicat des transporteurs et activités à Ouria. À la direction des transports terrestres, elle dit étudier la demande. Tourourouguerar, Patrick Sing Sing. C'est un ras-le-bol général, plus de contrôleurs techniques à temps plein pour les transporteurs de Mo-Ourea depuis 2 ans. Désormais, ils ne viennent que 2 fois par mois et seulement les lundis. Ils possèdent un quota de 30 véhicules par contrôle. Les transporteurs de l'île tirent la sonnette d'alarme. Je prends exemple sur moi, la semaine dernière, j'ai d'attendre 1 mois et demi pour avoir mon tour. Donc j'ai pris ma voiture, j'ai été sur Papeete pour faire mon contrôle technique. Mais pour nous, pour aller sur Papeete, c'est perdre toute une journée et payer aussi le bateau pour nos véhicules. Alors qu'autrefois, ici, on avait notre contrôleur technique, on pouvait le faire. Au bout d'1 heure, on pouvait retourner à notre poste de travail. Quad, taxi, bus, 4x4 et voitures de location, tous doivent y passer. Mais selon les professionnels, 3 contrôleurs tous les 15 jours, ce n'est pas suffisant pour le millier de véhicules à inspecter sur l'île. Donc c'est vrai que ça demande un grand engagement des compagnies terrestres ou lagonaires, tout dépend, justement pour se déplacer sur l'île Tahiti. Donc forcément, ça serait meilleur pour ma part que ce soit les contrôleurs qui viennent justement à Moorea. Le service de l'équipement assure de son côté avoir fait la demande auprès du ministère des Transports terrestres pour qu'il y ait un contrôle technique tous les lundis, mais le dossier est actuellement en attente.
On va regarder avec nos équipes comment, dans le format actuel, qu'est-ce qui pose question. Donc on va être à l'écoute des professionnels pour savoir c'est quoi leurs difficultés qu'ils ont aujourd'hui avec le mode opératoire actuel. Et nous allons voir si on peut l'améliorer sur cette base-là ou alors s'il faut renforcer d'une autre manière ces contrôles techniques. En attendant une décision définitive du pays, les transporteurs de Mo Orea n'ont d'autre choix que d'attendre leur tour, le moment venu. Et nous accueillons tout de suite notre invité, Monsieur le Président Yorana. Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Donc, je le disais, vous rentrez du Japon. On va en reparler. L'actualité en Polynésie, c'est la grève à l'aéroport de Tahiti. Je sais que vous avez rencontré les compagnies aériennes et le directeur d'ADT. Qu'est-ce qu'il en ressort? Est-ce qu'on va vers des négociations ou vers un durcissement du mouvement? Écoutez, je pense que la loi est très claire là-dessus. Quand il y a un préavis de grève et quand il y a donc une grève qui démarre, il faut qu'il y ait des négociations. Cela fait 3 fois que la direction d'ADT a invité les syndicats à s'asseoir à la table des négociations, 3 fois qu'ils ne sont pas venus. La première fois parce que le directeur n'était pas là et qu'il ne voulait pas discuter avec la direction des ressources humaines. Et les 2 autres fois, le directeur était là et les syndicats ne sont pas venus. Donc demain, il y a à nouveau une sollicitation à 14h et j'espère que les syndicats prendront leurs responsabilités et viendront s'asseoir à la table des discussions. Et qu'est-ce que vous avez demandé au directeur d'ADT ou aux compagnies aériennes que vous avez rencontrées aujourd'hui? Alors je n'ai pas rencontré les compagnies aériennes, c'est mon conseiller technique au transport international qui les a rencontrés. Ils se sont principalement enquis des conséquences en termes de passagers qui arrivent de l'international et qui devaient se rendre dans les îles, notamment les 3 îles qui sont impactées, et à l'inverse des passagers qui devaient revenir de ces 3 îles. Se posent des questions d'hébergement, il faut vérifier les disponibilités auprès des hôteliers, donc c'est le travail qui a été fait principalement avec les compagnies aériennes. Avec le directeur d'ADT que j'ai rencontré à 15h aujourd'hui, j'ai fait un point de situation, notamment sur ces rencontres manquées avec les syndicats qui sont regrettables, parce qu'on ne peut pas faire grève et ne pas venir ensuite discuter. Donc j'espère que demain à 14h, ils seront au rendez-vous de cette discussion et qu'on pourra enfin entrer dans le vif du sujet. Sur les points de revendication en eux-mêmes, c'est comme toujours, il y a on va dire, plusieurs niveaux de revendications, mais sur les principales, notamment celles qui concernent la reprise des personnels lors de la nouvelle concession qui est prévue, on l'a déjà indiqué, on le réindique à chaque fois, il y aura une reprise de ces personnels avec les avantages acquis. Donc, Et est-ce qu'en tant que ministre du Tourisme, en ce moment, en plein JO, cette grève donne une image de la Polynésie très négative à l'international. Aujourd'hui, quel est votre pouvoir et vos capacités pour mettre un terme, en sachant aussi que le pays est actionnaire à 49% à ADT? Le pouvoir principal, c'est celui de discuter, d'écouter et de pouvoir, quand c'est possible, satisfaire les demandes quand elles sont raisonnables et pertinentes. Donc vous dites qu'aujourd'hui, les revendications ne sont pas raisonnables et pertinentes? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis que si déjà on commençait à discuter, on pourrait faire le tri. Mais comme ils ne viennent pas à la table des discussions, c'est difficile. Affaire à suivre donc. Autre colère, celle des transporteurs de Orea. Cela fait 6 mois qu'ils demandent à vous rencontrer. Sans réponse de votre part, qu'est-ce qu'il se passe? Alors non, moi je n'ai pas de demande des transporteurs de Orea qui demandent à me rencontrer. Ils donc ont peut-être demandé, ils ont peut-être demandé à rencontrer leur ministre de tutelle. Ça, je vais le vérifier demain. Ils indiquent aussi vous avoir adressé une demande de rencontre. Non, j'ai eu une demande personnelle de M. Haring par SMS pour un dossier le concernant. Je ne pense pas que ça réponde à la définition des transporteurs qui demandent à me voir. Pas de rencontre de prévu, donc maintenant que vous savez qu'ils souhaitent vous rencontrer? Écoutez, s'ils veulent me rencontrer et qu'ils m'appellent directement, je peux redonner à nouveau mon numéro de téléphone ici. Donc, contrairement, vous restez ouvert? Oui, je reste ouvert, bien évidemment. Mais je crois qu'avant d'aller systématiquement et directement vouloir voir le président, il faut respecter l'ordre des choses et d'abord s'adresser aux services qui sont concernés, aux ministères qui sont concernés, perdre un peu ce réflexe d'aller voir directement le président pour n'importe quel problème. Il y a aussi une autre problématique, visiblement celle de l'accueil des véhicules touristiques au Belvédère. Et étant donné que vous êtes en charge du tourisme, ça, c'est peut-être pour ça qu'il s'adresse directement à vous. C'est un sujet qu'on a déjà évoqué avec M. Haring quand nous étions à Montréal pour le Conseil des ministres délocalisé. Il y a un aménagement du Belvédère qui est attendu depuis, pas 1 an, depuis 20 ans. Et nous allons nous attendre qui permettra d'accueillir les touristes.
Merci pour ces premières réponses. Nous vous retrouvons un peu plus tard dans ce journal. Réponse Du belvédère qui est attendu. Si ces biens sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Alors que l'UNESCO doit se prononcer sur cette candidature ce vendredi, le président du Taveni, Houir Attila, estime que l'archipel, je cite, fera partie du patrimoine de l'État. Pour Oscar Temaru, il n'est pas certain que cette inscription protège les biens culturels et naturels de l'archipel. On l'écoute, il répond à Jacques Damour. Protège les biens culturels et naturels de l'archipel. Sur la liste de l'UNESCO, c'est nous qui allons gérer ça. Non, c'est complètement faux. Ça va faire partie du patrimoine de l'État. Et si on veut nous-mêmes intervenir au niveau de l'UNESCO, il faut qu'on soit un État souverain. Tout ce qui arrive ici à Tahiti est débarqué, ensuite réembarqué pour arriver au marquis. Là-bas, c'est vendu 3 fois plus cher. Ça fait des années qu'on le dit. Enfin, on va faire un aéroport là-bas et puis également un trafic maritime. Si on veut développer l'économie d'un pays, il faut voir comment y accéder. Notez que les 6 maires des marquis se rendront à New Delhi, en Inde, pour assister à la 46e session du Comité du patrimoine mondial. Elle s'est ouverte hier et doit durer jusqu'au 31 juillet. Et nous avons appris qu'un recours devant le Conseil constitutionnel a été formé par René Hofer de la société civile contre l'élection de Meriana Red-Arbelo dans la 3e circonscription. La candidate du Taveni a été élue le 6 juillet dernier au second tour des élections législatives. Elle a devancé Pascal Haïti-Floss de la plateforme Amui Tato. Moïté Broderson, est-ce que c'est un recours qui vous inquiète ? Non, pas du tout. S'il y a bien des recours qui ne m'inquiètent pas, c'est ceux de René Hofer. Pourquoi ? Parce qu'il est coutumier du fait. Je crois que aussi bien aux tribunaux ici qu'à Paris, tout le monde le connaît. C'est un cas d'école. Il est même étudié à Sciences Po, mais pas dans le bon sens du terme. Simplement sous l'angle de la boutade, en se disant tiens, encore un recours de René Hofer. Vous revenez du Japon, donc où s'est tenu le 10e sommet triennal des dirigeants des îles du Pacifique. On vous a vu aussi à Singapour en mai dernier. Qu'est-ce que ces différents voyages apportent concrètement à la Polynésie ? Concrètement, il ne change pas le prix du pain demain quand vous irez l'acheter, mais ça permet de jeter les bases de coopération qui sont, je pense, de toute première importance pour notre pays et pour notre peuple. Je vais vous donner 2 exemples concrets dont j'ai discuté avec le Premier ministre Kishida. Celui de l'aquaculture. Vous savez qu'au Japon se trouvent les universités les plus avancées en termes d'aquaculture. Aujourd'hui, un jeune Polynésien qui veut étudier l'aquaculture, faire un master d'aquaculture, il est obligé d'aller à Montpellier où il va étudier la sole électrique et puis la truite. Et ensuite, quand il reviendra, il faudra qu'il s'adapte à nos espèces, à notre environnement. Au Japon, on trouve des espèces qui sont plus proches des nôtres, et on trouve des techniques d'aquaculture qui sont à la fois respectueuses de l'environnement et plus proches de ce qu'on peut transposer ici. Donc aujourd'hui, je vais prendre l'université de Kindai, elle accueille des étudiants de tout le Pacifique, sauf nous. Je pense que ce serait intéressant demain, au travers de conventions avec l'UPF, qu'on puisse envoyer nos enfants là-bas étudier l'aquaculture. Et demain, dans quel délai ? Mais ça peut se mettre en place très rapidement, mais il faut, maintenant qu'on a entamé le dialogue, moi la question que je me pose, c'est pourquoi ce dialogue n'a pas été entamé avant. Sur le secteur de l'apprentissage, donc, parce qu'il y a déjà un partenariat avec le Japon qui a été établi avec la Polynésie, on parle de relations économiques avec la perle. Oui, d'accord, noire, mais ça, ce exemple. sont des relations commerciales. Là, je vous parle de relations qui sont importantes. Il faut former nos jeunes. Un deuxième secteur sur lequel on peut former nos jeunes, c'est celui de l'économie numérique. Vous avez, je crois, au Japon, les studios parmi les plus réputés au monde pour tout ce qui est animation, jeux vidéo. Là aussi, vous avez par exemple la Kyoto University of Arts and Design qui pourrait demain accueillir des étudiants de Polynésie dans le cadre de leur cursus. Je pense que c'est intéressant. En marge de ça, ce sommet du Palme nous a permis de voir en fait le panel des solutions de coopération qui sont proposées par le Japon à nos voisins du Pacifique. Je vais vous donner 2 exemples, encore une fois. Le premier exemple, c'est le déploiement d'unités mobiles médicales. Ce sont des hôpitaux en container qui sont modulaires et qui sont déployés en 2 semaines. Ils en ont construit un à Palau, avec un scanner, avec tous les équipements les plus modernes, et ça a été fait en 2 semaines. Je pense que ça peut être intéressant quand on voit l'état de l'hôpital de Tourouan. Voilà, c'est des pistes qu'il faut explorer à mon avis. Là, on n'est plus dans l'expérimentation, on est dans un système de production. Donc, on n'utilise pas ce qui a été fait ici, on sollicite ce qui se fait ailleurs. Écoutez, entre la recherche et développement et des choses qui sont éprouvées, je pense qu'il vaut peut-être mieux partir sur des choses éprouvées. Un deuxième exemple, c'est celui de l'assainissement. Il nous a été exposé des espèces de
mini-stations d'épuration qui sont destinées à l'habitat dispersé, qu'on peut accoler à des maisons qui soient existantes ou de nouvelles constructions et qui permettent de récupérer et recycler les eaux grises. Les eaux des toilettes retournent dans les toilettes et le reste peut être à nouveau bu. Je pense que voilà, c'est des systèmes qui sont intéressants et là encore on n'est pas dans la science-fiction ou de la recherche et développement, c'est un système qui est en train d'être déployé aux Caraïbes sur un projet de 3500 habitations. On reste sur les relations avec les pays étrangers. L'opposition et une partie de la population a aussi dénoncé le 3e voyage de votre parti politique, le Tavini Houir Attira, en Azerbaïdjan, sans rentrer dans les risques que pourrait représenter un accord avec ce pays. On a le sentiment que comme le précédent gouvernement, vous, ou en tout cas le parti politique, n'apprend pas de ses erreurs. Écoutez, c'est une question qu'il faut poser au Tavini Houir Attira. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'accord entre l'Azerbaïdjan et la Polynésie. Pas encore ? Non, il n'y en aura pas. Il faut lire le statut, tout simplement. Les compétences des uns et des autres sont clairement définies. Mais c'est un sujet qui inquiète la population. Est-ce que vous pouvez comprendre que cela interroge ? Si vous m'interrogez, je rassure la population. Il n'y a pas d'accord, il n'y aura pas d'accord entre la Polynésie et l'Azerbaïdjan tant que nous ne serons pas un pays indépendant. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est le soutien d'une organisation non gouvernementale envers une autre organisation non gouvernementale qui est le Tavini Houir Attira. Et aujourd'hui, en tout cas lors du dernier déplacement des élus du parti indépendantiste, le drapeau de la Polynésie française était utilisé à cette rencontre et non plus le drapeau du parti indépendantiste. Donc aujourd'hui, il y a encore plus d'inquiétude. On peut alimenter ces inquiétudes ou on peut tout simplement passer à autre chose et se parler de sujets qui sont vraiment intéressants pour les Polynésiens. Mais vous êtes en accord avec ce déplacement du parti indépendantiste ? Ce que je dis, c'est que nous sommes réinscrits sur la liste des territoires à décoloniser des Nations Unies depuis le 17 mai 2013. Depuis cette date, nous n'avons eu de cesse que de solliciter que l'État vienne à la table des discussions, ce qu'il n'a pas fait. Donc demain, si l'État se décide enfin à venir à la table des discussions, on n'aura plus besoin d'aller en Azerbaïdjan. C'est aussi simple que ça. Donc l'opposition et une partie de la population qui s'inquiète ont tort. Je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne vais jamais mettre en tort quelqu'un qui s'inquiète. Ils ont certainement des raisons de s'inquiéter. Ce que je veux dire, c'est que si demain l'État se décidait enfin, conformément à ses engagements aux Nations Unies, à venir à la table des discussions, on n'aurait pas besoin de solliciter les organisations non gouvernementales d'Azerbaïdjan. Merci Moïté Brodersen pour ces réponses. Nous vous retrouverons une dernière fois un peu plus tard. Et c'est une première. À Bora Bora, une coach de Google a dispensé une formation sur l'utilisation des outils numériques à des artisans, des commerçants et des professionnels du tourisme. Une formation visant à développer leur activité qui a été organisée par l'ADI et le comité du tourisme de l'île. J-5 avant l'événement sportif mondial, voici tout de suite l'actualité des Jeux Olympiques sur la première. L'équipe de France a été présentée cet après-midi. Ce sont bien Kaouli-Vaste, Vahine Fierro, Joanne Defay et Joanne Duru qui porteront les couleurs tricolores aux épreuves de surf. Les athlètes s'entraînent désormais 2 fois par jour. À quelques jours du début de la compétition, ils se sont confiés sur leur préparation et leur état d'esprit. Jérémy Flores, le coach de la sélection française, et Vahine Fierro répondent à Merénie Gamblin et Heidi Enko. Beaucoup d'excitation, beaucoup d'entraînement. Ces derniers jours, ça s'est intensifié, mais je pense que le gros travail a été fait déjà depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois. Là, je pense que c'est que des petits réglages et dans leur tête, ils ont l'air bien. Là, ces derniers jours, même si les vagues n'étaient pas extra, ils ont fait c'était, je pense, les meilleurs au spot. Donc ils sont en forme, ils sont bien dans leur tête, ils ont une bonne attitude, ils sont bien. J'ai rêvé, j'ai travaillé dur pour être cette semaine juste avant les Jeux. Donc je suis arrivée il y a quelques jours et j'ai pu m'installer à la maison de l'équipe de France, m'habituer, reprendre les petits rituels et voilà, c'est parti. On a tous les jours un entraînement et voilà, ça se passe bien. On essaie nos planches, on essaie un peu tout. Donc pour le moment, tout se passe bien. Et ces épreuves de surf avaient été annoncées comme des opportunités économiques pour la Polynésie, mais aussi et surtout pour les acteurs économiques de l'île. Oui, mais voilà, les conditions de déplacement qu'impose la sécurité créent un manque à gagner conséquent. Les restaurants, snacks et pensions de famille sont désertés. Les détails avec Merénie Gamblin et Heidi Enko. Ça m'énerve parce qu'on est incohérent des fois. Il y a plein de chez chefs
Colère d'Annick Paufey ce matin. Ses clients se sont retrouvés bloqués au barrage de la mairie de Teahupo'o. Pourtant, les organisateurs l'avaient assuré, le passage serait ouvert à tous ceux qui justifient d'une réservation. Fête olympique un peu moins populaire que prévu. Je me suis fait chier à emmener la liste au commissariat. Ce week-end, mes touristes sont passés et aujourd'hui, on les arrête. Comme des terroristes, on me fait descendre sous la pluie pour aller les chercher. Finalement, j'ai appelé Mia, j'ai pété ma crise et ils sont là. Non, il faut arrêter là. C'est bon là. On travaille ou on ne travaille pas. C'est fatigant. Ça risque d'être compliqué là, non? Alors si c'est comme ça pendant 15 jours, moi je serai obligée de rembourser tous mes touristes. C'est qui va rembourser? Une cinquantaine là. On nous a expliqué que c'était la prestataire qui devait venir nous accueillir et donner en même temps nos passes. Et sauf que y a eu un petit mélange de discours. Et en fait, on a attendu à la mairie une petite demi-heure. Notre prestataire a appelé le hôtel pour dire qu'on était sur la liste. Et finalement, les messages sont revenus comme quoi il y avait une liste et puis qu'on pouvait finalement nous laisser passer parce qu'on avait déjà réservé un endroit. Près de la plage du PK0, temps maussade et restrictions font fuir les visiteurs. Les baraques foraines du bout de la route sont prêtes depuis vendredi dernier, mais les tables sont vides. Avec ces restrictions, on est confiné ici. Enfin, excuse-moi, on est confiné ici. On est tout seul. C'est pas top. Là, on a fait une semaine là. Non, c'est pas top. C'est 0, 0. Mais s'il y a un chiffre plus bas que le 0, c'est là. La maire de la commune, Roniu Tupana, est en négociation avec les organisateurs pour faire ouvrir Teahupo'o à 18h au lieu de 19h. En revanche, l'accès restera interdit sur le domaine rose au-delà de la rivière. Mais bonne nouvelle, tout est ouvert au public avant la mairie, les plages de Veirao et ce petit village d'artisans pour découvrir les produits locaux ou profiter d'un massage traditionnel. Il faut accepter ce qui a été mis en place. Après, nous, ici à Veirao, actuellement, pour tous les artisans, nous sommes vraiment aussi heureuses d'accueillir tout ce monde ici chez nous à la presqu'île. Voilà, se faire vraiment connaître ici à Teahupo'o Ouest. Tout est quasiment prêt pour les Jeux Olympiques, sauf la pointrerie et quelques pans de route en cours de finition. En Moïté Broderson, tout n'est pas très calme. À Teahupo'o, il y a aussi quelques tensions, on vient de le voir du côté des prestataires touristiques. Est-ce que vous pensez que la compétition va réussir à fédérer ? La compétition, il faut dissocier ce qui est du sport et le reste. La compétition a déjà fédéré. Nous étions à la cérémonie de Hava d'ouverture, donc on voit bien que l'esprit olympique est déjà là. Sur les restrictions d'accès, je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu des copiles tous les mois, et lors de chacun de ces copiles, les conditions d'accès, les conditions de filtrage, tout ça a bien été à chaque fois réitéré à tous les participants, dont les Tavanas. Il y a des dysfonctionnements. Je vais prendre l'exemple de ces forains qu'on a vus et qui se plaignent. Lors d'un de ces copiles, on a abordé justement ce sujet en les prévenant, en leur disant, écoutez, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Parce que vous allez ouvrir vos baraques, mais il n'y aura pas grand monde. C'est pas la WSL. Donc ils ont été prévenus. L'événement ne fédère pas les syndicalistes, en tout cas, vous le savez. Une autre menace de grève plane, c'est celle d'OPT. L'intersyndicale refuse, entre autres, des coupes dans la masse salariale. Elles sont jugées inacceptables par les syndicalistes. Est-ce que le gouvernement va revoir sa copie ? Le gouvernement est toujours prêt à discuter. En revanche, il faut, là encore une fois, que chacun assume ses responsabilités. Parce que quand je vois les syndicalistes reprocher certaines décisions qui ont été prises avant que nous arrivions, je ne les ai pas vus se lever à ce moment-là. Quand certaines décisions qu'ils critiquent aujourd'hui ont été prises. Vous dites qu'il y a eu trop de laisser-aller par les temps passés ? Je dis que ceux qui ont aujourd'hui, qui sont très vocaux aujourd'hui, l'étaient beaucoup moins hier. C'est ce que je dis. Maintenant, la table des discussions, elle est toujours ouverte. Encore faut-il venir aux discussions. Vous ne reverrez pas votre copie, pas encore en tout cas. Vous attendez de pouvoir discuter, mais cela ne vous inquiète pas? Écoutez, pour l'instant, la copie du gouvernement, elle est simple. C'est de dire, il faut que tout le monde à l'OPT prenne conscience que l'OPT est en danger de mort. Je l'ai dit dès mon arrivée. Maintenant, si les gens ne veulent pas prendre conscience de ça et continuent d'avoir des exigences au-delà du raisonnable, allons-y gaiement
Et demain, chacun assumera ses responsabilités. Et si la grève est déclenchée à l'aube de l'ouverture de la compétition ? Chacun prendra ses responsabilités. Encore une fois, moi je ne fais pas dans les miracles. Je suis là pour écouter les gens, je suis là pour discuter jusqu'à pas d'heure. S'ils veulent venir le dimanche à 5h du matin, je suis là. S'ils veulent venir ce soir à 23h, je suis là. Mais il faut venir. Merci beaucoup, Moitei Broderson, d'avoir été avec nous ce soir. Et c'est ainsi que se referme cette page consacrée aux Jeux Olympiques. Et elle pourrait, elle aussi, troubler la compétition de surf, la dingue. Vous le savez, la Polynésie est toujours en alerte depuis que les types 1 et 2 circulent à Tahiti, Moorea, Rangiroa et Nukuhiva pour éviter une prolifération de plus grande ampleur. Des pulvérisations de deltamétrine ont lieu dans certains quartiers de Pirée, où 12 cas recensés sont actuellement actifs. Lucille Guichet, Jacques Damour. Avant le lever du jour, les techniciens sanitaires sillonnent les quartiers de Pirée où des foyers de dengue sont actifs. La pulvérisation de deltamétrine doit éliminer les moustiques adultes responsables de la transmission de la maladie. Dans la commune, 12 personnes sont actuellement atteintes. C'est vrai qu'en ce moment, les températures sont plutôt fraîches, donc la nuit et même dans la journée. Et en fait, non, ça ne ralentit pas cette transmission du virus, puisque là, on voit que semaine après semaine, depuis 3 semaines à 4 semaines, le nombre de cas est toujours maintenu avec 5 à 6 déclarations de cas par semaine. D'autres cas ont été recensés à Moorea, Rangiroa et Nukuhiva. Les premiers symptômes restent la fièvre, les maux de tête et les douleurs musculaires. Alors, c'est important de consulter déjà pour poser le diagnostic. La dengue peut ressembler à d'autres maladies. Et puis, c'est important aussi parce que si le diagnostic de dengue est posé, il y a un certain nombre de précautions qui sont à prendre, notamment en ce qui concerne le traitement. C'est essentiellement des personnes plutôt jeunes ou des personnes qui sont résidentes relativement récemment en Polynésie et qui n'ont probablement pas attraper ce type de dengue. On a les dengues de sérotype 1 et 2 qui circulent actuellement. Ces personnes ne sont pas immunisées et c'est ces personnes qui sont aujourd'hui diagnostiquées en premier. Les autorités sanitaires redoutent une éventuelle flambée épidémique avec l'arrivée de visiteurs non immunisés à l'occasion des Jeux Olympiques. Une autre pulvérisation aura lieu vendredi dans les quartiers de Pirée, touchés par la dengue. Et sachez qu'une astreinte de médecins de santé publique sera assurée durant toute la période des épreuves de surf, une précaution particulière pour être en mesure de répondre rapidement à toute menace sanitaire. Ce carnet noir maintenant, Toti Piehi, ancien collaborateur de Polynésie la Première, est décédé. Il avait été l'un des premiers ingénieurs du son de la société au temps de l'ORTF, puis RFO. Nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Cette note positive, avant de refermer ce journal, Denis Gromer, la référence dans le domaine de l'apnée en Polynésie, a battu son record. Il a atteint les 110 mètres de profondeur en immersion libre en 3 minutes et 56 secondes. Le quadragénaire est descendu le long d'une corde sans palme avant de remonter à la force des bras. Un exploit réalisé vendredi dernier aux Philippines lors d'une session d'entraînement. L'information principale de cette édition, plus de 2000 passagers déjà impactés par la grève à l'aéroport de Tahiti. Elle a débuté ce lundi. Plusieurs vols ont été annulés ou reportés. Les négociations n'ont pas repris entre les deux parties et aucune discussion n'est prévue. Les salariés maintiennent leur mouvement demain. Air Moana annule tous ses vols à destination ou au départ de Bora Bora et Raiatea. La compagnie Air Tahiti aussi. Pas de vol pour Rangiroa non plus. Dans vos écrans ce soir, des séries télévisées avec d'abord 911 Lone Star suivi de Scandal. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain soir, retrouvez Lucille Guichet à cette même place. Très belle nuit, bonne semaine et portez-vous bien. On se quitte sur ces belles images de surf tournées à Diarpo.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.